je ne fais pas de la mode, je n'ai jamais eu envie d'en faire. Je raconte des histoires avec des vêtements. Il y a une non-reconnaissance du costume contemporain. Et que les Césars soient automatiquement octroyés à du costume d'époque, je trouve ça déplorable. Bienvenue dans la seconde et dernière partie de l'interview de Marilyn Fitoussi, créatrice de costumes à qui l'on doit notamment les costumes de Paradise Lost, Emily in Paris ou du film Kaamelott. C'est justement de la série Emily in Paris et du long métrage Kaamelott dont nous allons parler, avant d'évoquer les costumes préférés de Marilyn Fitoussi, ses envies pour la suite de sa carrière et son combat pour revaloriser l'art du costume contemporain. Bonne écoute! Et alors, quelques années plus tard, vous avez travaillé avec Patricia Field, qui est la créatrice de costumes très célèbre, notamment pour son travail sur Sex and the City et Le Diable s'habille en Prada, sur la série Netflix Emily in Paris, qui est sortie en octobre et qui a été numéro 1 dans de nombreux pays et dont la saison 2 a été annoncée. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter là encore comment vous avez rejoint l'aventure et puis comment s'est passée cette collaboration avec Patricia Field? Patoche. Alors, je vais un petit peu me répéter. Par hasard, là j'étais sur le tournage de Kaamelott. J'étais sur le tournage de Kaamelott, qui est effectivement le deuxième projet sur lequel j'ai adoré travailler. Et j'avais tout un étage qui était consacré à divers ateliers parce que j'ai fabriqué énormément. Et un jour, une personne, tout est encore très confidentiel puisque le film n'est pas sorti, j'ai un contrat de confidentialité qui est gros comme la Bible. Donc, une personne que je nommerai Philippine passe me rendre visite. J'étais en pleine fabrication de 2 décors délirants. Je travaillais beaucoup avec une designer textile hollandaise aussi parce que je voulais que les tissus ne ressemblent pas à des tissus existants. Donc cette Philippine passe, regarde, complètement fascinée, subjuguée. Elle ne me dit rien, sauf félicitations, c'est magnifique, c'est merveilleux. Elle appelle une amie que je nommerai Sonia, bras droit du producteur exécutif de la série Emily in Paris. Je ne sais pas ce qu'elle me dit. Et j'étais en tournage donc, sur le Kaamelott un jour où il faisait froid, les pieds dans la boue, le vent, 350 figurants levés depuis 3h30 du matin. Mon téléphone sonne et mon agent me dit « Est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec Darren Star, Sex and the City, Patricia Field ?» Bon, là, je ne peux pas vous raconter la tête que j'ai dû faire à ce moment-là. C'était Prada versus des hordes de Saxons, les pieds dans la boue. Je me suis dit, est-ce que ça m'arrive vraiment? J'ai bien entendu, oui. Et donc voilà, j'ai passé mon casting avec Pat Field, parce que voilà, ça se mérite, Sex and the City. Et là, je commence la saison 2 en mars. Donc, la connexion avec Pat, elle s'est fait immédiatement. On a beaucoup discuté lors de mon entretien sur ma façon de travailler, parce qu'effectivement, elle ne connaissait absolument pas mon travail. Moi, je connais tout le travail de Sex and the City parce moi, je suis trop vieille pour prétendre et dire que j'ai grandi avec Sex and the City, mais je l'ai vraiment regardé. C'est une série que je connais vraiment. Elle ne me connaît pas du tout. Donc, on a énormément parlé de ma façon de travailler, de mes goûts, de mon rapport à la mode, aux comédiens, aux costumes. Elle a très vite vu, parce que je porte le turban depuis 20 ans et que j'ai arrêté depuis énormément d'années de m'habiller décemment et en noir, qu'on avait un style qui était éclectique, qu'on avait de similitudes dans notre approche et dans notre façon d'aborder le métier et la mode. D'ailleurs, personne ne peut dire, et ça c'est assez rigolo, personne ne peut dire quels looks sont signés Pat Field sur Emily et quels looks sont signés par moi. Enfin, je pense que tout est signé par Pat Field, ce qui est assez drôle, mais voilà, il y a eu une continuité, personne n'est capable de dire parce que nos styles se sont mélangés en douceur parce qu'on a le même amour pour la mode aussi, mais pour plus que la mode, pour faire des personnages intéressants, un peu atypiques, où on n'a aucun filtre pour mélanger
tout ce qui peut ne pas se mélanger. Voilà. Donc, Ouais. Oui, c'est vrai que le mélange, le mix and match, c'est voilà, c'est ce vraiment qui caractérise quelque son chose qui style et qui définit. caractérise Ouais. aussi le mien. On a l'amour du vintage aussi. On aime choper on a nos adresses secrètes, nos designers qu'on aime bien. On n'hésite pas à mélanger n'importe quelles époques. Ça, elle l'a toujours fait, je l'ai toujours fait aussi. Sur Kaamelott, il y a un des personnages qui porte une robe années 30. Personne ne s'en est aperçu. Voilà, c'était une similitude, donc c'est allé très très vite, vite et facile. Et en plus, je devais être dans sa tête, puisqu'elle elle l'a fait elle est restée un mois, elle était consultante sur cette série, donc il fallait qu'elle puisse me laisser les rênes en toute sérénité. Donc, Ouais. donc voilà, une fois qu'on a défini tous les personnages, elle s'intéressait effectivement beaucoup plus à Emily, puisqu'Emily était américaine dans l'histoire. Moi, j'avais absolument besoin aussi de ce regard et de ces codes d'une fille du Midwest que je n'ai pas spécialement. Elle, effectivement, avait besoin de ma caution esthétique pour tout ce qui était personnage français et faire la continuité, puisqu'il y a quand même 10 épisodes de tous les costumes d'Emily en gardant sa touche et ce match de style. Voilà. Oui, c'est ça. Vous disiez que sur certains projets avant, vous avez été la caution plutôt mexicaine, latine, et là, vous étiez la caution Oui, française parce que je ne fais parisienne pas aussi. que du Liberace au niveau du style. J'arrive, parce que ça c'est aussi une petite anecdote. J'ai fait un très joli film que j'ai beaucoup aimé faire de Ludovic Bernard qui s'appelle Au bout des doigts, avec Christine Scott Thomas et Lambert Wilson, donc très chic, très noir et gris, très parisien. Et je me souviens, je connais Ludovic Bernard depuis très longtemps. On a beaucoup travaillé ensemble chez EuropaCorp. Et donc, c'est la première fois où les producteurs demandent à me voir. Donc, je pense qu'ils étaient absolument affolés quand ils ont vu tout ce que je pouvais faire au niveau du non-respect des codes parisiens. Ils ont été absolument affolés et horrifiés en se disant, mon Dieu, Lambert Wilson va être habillé en Liberace et Christine Scott Thomas, si élégante, va ressembler à, je ne sais pas, Dolly Parton. Donc, ils ont demandé à me voir, ils m'ont posé des questions voilà, sur les boutiques à Paris. Voilà, en gros, si je connaissais Hermès ou Chanel, et si j'étais capable de réciter le basique de l'armoire d'une Parisienne. Donc, ça m'a énormément fait rire. On en a beaucoup ri avec Ludovic, il n'avait absolument aucun doute. Voilà, ce n'est pas ce que j'aime faire. Il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi, qui arrivent à travailler plus dans la douceur, où le vêtement s'oublie et ne se voit pas. Je respecte énormément cette façon de travailler. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas mon esthétique. Les deux se respectent et il n'y a pas une façon de travailler. Donc voilà, j'étais faite pour cette série. Bah, c'est très réussi quand même. C'était un grand plaisir de voir tous ces costumes. Et c'est le jeu. Oui, il y a beaucoup de débats. D'ailleurs, moi, j'ai noté une petite question, parce que dans les nombreux débats qu'a suscité la série, il y a le débat du béret. Et j'ai vu que vous aviez partagé, ça m'a fait rire sur votre compte Instagram, parce que donc il y a plein de gens qui disent mais jamais à Paris on a vu quelqu'un avec un béret. Et justement, vous avez partagé une petite vidéo très convaincante avec plein de Parisiens qui arpentent la ville avec ce fameux béret. Alors je me demandais quelle est votre conclusion sur ce sujet très sensible. Et capital, on l'aura bien compris. Oui, et j'adore capital. toujours les généralités. La femme française ne porte jamais, les Parisiens ne portent jamais, les Français ne font jamais. Tout ça m'amuse et me désespère à la fois. Moi, je n'habite plus en France depuis longtemps, mais je suis quand même, j'ai été française et parisienne pendant 15 ans. Voilà, je suis là parisienne parce que je suis en train de préparer un nouveau projet, mais j'adhère, je comprends les codes, mais je suis aussi parisienne, je représente aussi Paris et je ne m'habille pas comme Inès de la Fressange.
Voilà, donc ce débat sur ça se fait. Et avec Emily in Paris, on n'a jamais voulu faire quelque chose à la mode. On ne fait pas de la mode, on fait du personnage. Moi, on raconte une histoire. C'est un Paris qui n'est pas réaliste. Est-ce que Amélie Poulain était dans un Paris réaliste? Je n'en sais rien. Là, c'est la vision d'un réalisateur, c'est sa vision de Paris, c'est notre interprétation de personnages et de la mode. Ce n'est pas une mode. Donc, moi, je suis très sensible au chapeau parce que je suis amie depuis plus de 30 ans avec Philippe Molins-Martin, qui a fait sa carrière chez Gélo, Lanvin et chez Hermès. Donc, il m'a toujours sensibilisée. On s'est rencontrés quand je travaillais chez Angels. Il était là à ce moment-là, je l'ai rencontré, il m'a éduquée sur le chapeau, sur les proportions. Donc, j'aime les chapeaux, j'aime les turbans, j'aime les bérets. Voilà, Emily in Paris, le béret était dû à deux choses. Les chefs opérateurs n'aiment jamais les chapeaux, ça fait toujours des ombres, c'est difficile à éclairer. Les comédiens n'aiment pas trop le chapeau non plus parce que souvent ça leur fait concurrence. C'est très imposant à l'image quand on a un close-up. Bon, Lily adorait les chapeaux, Patricia Field adore les chapeaux, moi aussi. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Le béret, le bob, ça ne fait pas d'ombre, il n'y a pas de large bord. Et puis le béret, c'est français. Moi, quand j'étais au Mexique, la première chose que j'ai faite, c'est acheter des rebosos, qui sont ces grands châles mexicains magnifiques, et me draper dedans. Parce que j'avais envie de prendre quelque chose qui était très typique et symbolique d'un pays, et de manifester mon amour à ce pays avec un accessoire qui leur était propre et typique. De même qu'au Mexique, je portais mon béret parce que de temps en temps, j'avais aussi envie de me poser comme étrangère. Donc voilà, c'était une idée très naïve au départ. On ne s'est pas dit, tiens, on va faire du cliché français. On était très loin de cette idée-là du cliché. Mais voilà, le béret, c'était joli. Je trouve que ça finit très bien la toilette. Ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Dieltrich le portait très bien aussi. Je trouve que c'est un accessoire élégant, qui est atemporel, qui est français. Donc voilà, c'était une manière un peu naïve aussi d'Émilie de dire, voilà, j'aime votre pays, je ne parle pas français et je porte le béret. Oui, complètement. Je trouve qu'il y a un côté un peu Dupont et Dupont aussi, de se dire je viens saluer la mode française et donc j'adopte le béret. Ce n'était pas plus calculé que ça, et ça fait des débats sur mais c'est cliché. Ben, et alors? Oui, c'est cliché, c'est un béret, et alors? Et tout ça, alors je l'assume absolument complètement. Le mauvais goût dont parle Vogue, je le revendique et l'assume. Alors, ah oui, c'est vrai qu'il y a eu des réactions un peu violentes. Tant pis, t'as mieux. Moi, je me suis beaucoup amusée sur ce projet. J'ai rencontré Patricia Field qui, à ses 78 ans, a encore envie de faire des costumes, encore envie et la passion de son métier. Elle a une carrière qui parle pour elle. Darren Star, qui fait ce pari imaginé, à la carrière avec des séries que l'on connaît. Ces gens-là n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est vrai, complètement. Comme la créatrice de costumes qui a fait ces magnifiques costumes en jean sur Marie, reine d'Écosse, ou sur La Favorite avec du tissu de robe de chambre. On fait de la création. Voilà, Pat et moi, on aurait voulu être styliste de mode, on aurait fait de la mode. Moi, c'est pas mon propos, ce n'est pas mon métier, je ne fais pas de la mode, je n'ai jamais eu envie d'en faire. Je raconte des histoires avec des vêtements. On aime mon style, on ne l'aime pas. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Je ne demande pas l'adhésion la plus totale. C'est une signature et c'est la mienne. Donc voilà. Ça continuera sur le 2 et je ferai pire. J'ai hâte. Moi, j'ai adoré et j'ai ressorti immédiatement mes bérets que j'avais un peu délaissés. Avant, porter le chapeau, c'était aussi c'était une attitude et c'était une position sociale. Une femme n'était jamais en cheveux.
Une femme était en chapeau, les hommes se découvraient dans une église, les femmes gardaient leur chapeau. C'était une position, un accessoire social. On l'a oublié au détriment, voilà, maintenant on est coiffé, pas coiffé, plus personne, enfin je regrette de ces expressions, ces habits du dimanche, avoir des souliers et pas des sneakers ou des tennis. Et vous avez évoqué, en expliquant comment vous étiez arrivé sur le projet d'Emily in Paris, Kaamelott. Donc j'ai cru comprendre qu'on pourrait pas en dire grand-chose car c'est très confidentiel. Mais en tout cas, je me demandais, je trouvais intéressant aussi parce que bon, le projet a l'air faramineux et la sortie du film a été un peu décalée vu la situation, mais va bientôt sortir. Et je trouvais ça intéressant aussi bon, je sais pas ce que vous pourrez en dire, mais en tout cas de travailler sur un projet qui a d'abord été une série télé culte avec, j'ai vu 469 épisodes, et comment on travaillait la transition d'une série télévisée à un long métrage qui est destiné au grand écran quand le grand écran sera à nouveau j'espère qu'il sera disponible très vite. Et c'est vrai qu'on était tous très très déçus de la non-sortie de Kaamelott, qu'on comprend tous pour des raisons évidentes, mais c'est vrai que c'était le genre de film qu'on avait, enfin moi que j'avais aussi envie de voir après Emily in Paris. Je pense qu'aussi le succès est dû. C'est une série qui est légère, qui est superficielle, c'est une bulle de champagne, c'est coloré, c'est ce dont on avait envie de voir, de ne pas se prendre la tête quand on arrive du travail avec le masque, avec notre laissez-passer. C'était léger, ah oui, le timing était parfait. Hein. Voilà, l'arrivée de l'automne. J'aurais aimé ça aussi parce que c'était une autre facette de ce que je pouvais faire et ce que je savais faire, avec des milliers de fans aussi. Il y a le fan club d'Astrid, communauté. Oui, il y a une communauté incroyable, faramineuse. Donc c'était aussi pour un autre public. Voilà une petite touche et un moment d'évasion et que je pensais assez nécessaire. Donc voilà, effectivement, Kaamelott, ça fait partie des 3 grands films que j'ai le plus aimé faire. Il y a Valérian, il y a Kaamelott et Lou, Journal infime de Julien Mille, que je vous en parlerai un tout petit peu tout à l'heure si on a le temps. Et Kaamelott, moi, c'est très rigolo parce que j'ai vécu donc 13 ans au Mexique, et c'était cette période où Kaamelott était partait se diffuser sur diffusé M6, à la et télé. moi j'ai échappé à toute cette ferveur, cette série. Je ne la connaissais pas en fait. J'avais vu quelques épisodes, je rentrais chez mes parents à Noël, je voyais mes frères ricaner devant Kaamelott, mais je lui ai prêté vraiment un œil très très distrait. Donc voilà, c'est à la base, on se dit que Astier confie son film à l'unique personne qui ne connaît absolument pas sa série. Je suis désolée. Oui, c'est un casting audacieux. Je ne sais pas si cela a fait pencher la balance en ma faveur, ce regard neuf détaché sur cette folie du culte Kaamelott, mais je ne la connaissais absolument pas. Donc j'avais effectivement un regard neuf, et il ne m'a absolument jamais demandé de regarder la série. Il m'a juste donné des indications sur les derniers épisodes qui étaient beaucoup plus noirs, qu'il avait tourné à Cinecittà en Italie, qui étaient beaucoup plus cinématographiques. Il m'a dit c'est vers ça vers lequel je veux me diriger. Il n'a jamais fait une interrogation écrite sur les personnages, sur quoi que ce soit. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, parce que je trouvais le travail précédent qui était d'Anne-Gaëlle Daval, il faut quand même la citer, moi je trouvais ça formidable, parce que après j'ai effectivement regardé quelques épisodes. Je trouvais ça formidable parce que les personnages étaient très écrits, la folie était là, les manies, tout était inventé. Elle avait fait un travail de dingue avec un budget qui était télé et qui était ridicule. Et elle a posé tous ces personnages. Si ça a été aussi culte, ce travail-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je récupérais quelque chose qui était culte. Donc, je le vois aussi quand même beaucoup. Moi, j'ai repris le flambeau de quelque chose qui avait extraordinairement bien marché. Donc, quand j'ai passé mon entretien au café de la gare de Valence, avec Astier, voilà, il était curieux de tout, du côté technique, de comment j'allais
parce que j'avais quand même, il m'avait envoyé le scénario dont j'avais visualisé. Et là, je me suis dit, soit tu proposes des choses étonnantes, soit tu ne proposes pas de la demi-mesure. Donc, il avait fait un très joli dossier, et il était très curieux de tout, techniquement, de tout ce qu'on pouvait faire, de toutes les possibilités qu'on pouvait faire au niveau de la création et de la fabrication. Et je sais pas, il m'a laissé une liberté et une confiance totale. Il a eu cette phrase qui aurait pu me paralyser, mais qui m'a fait avancer. Et il m'a dit, tu sais, si j'écris, il porte une veste bleue, c'est pas nécessairement ce que j'écris qui est intéressant, c'est ce que je n'écris pas. Bon, effectivement. Ça ouvre un champ des Et il me possibles. dit, ce que je veux, c'est une sensation. Il dit, comment tu fais le truc, je m'en fous, c'est pas mon métier, j'ai pas le temps. Je veux qu'à la fin, le costume me provoque telle ou telle sensation. Donc, on a fait, c'était génial parce qu'on est parti avec en amont de la préparation sur les terres d'Astier en terrain lyonnais. Et donc, j'ai participé à ce qu'on appelle les repérages. Donc, j'ai vu les décors, j'écoutais ses intentions au niveau du décor. Et voir des décors, ça ouvre un monde imaginaire sur ce qu'on va faire, de voir la grandeur de certains décors, d'autres décors qui allaient être fabriqués. Donc tout ça, c'était assez magique d'assister à toutes ces séances de travail. Il nous a énormément parlé, énormément montré de références de films qu'il touchait. Ça pouvait être un film de Clint Eastwood parce qu'il y avait un arc dramatique. Donc on a eu ce travail où on a appris vraiment à se connaître, et après je n'ai pas la prétention de dire que j'étais dans sa tête, mais tout a été, je n'ai jamais douté, alors que je suis quelqu'un je travaille énormément mais qui doute aussi beaucoup. Sur ce film-là, je n'ai jamais douté. Donc les sensations, ce qu'il voulait à l'arrivée, je les comprenais, donc je me suis complètement immergée dans son univers, dans sa tête. Il n'a pas regardé une seule photo d'essayage, tant la confiance était... Ah oui. Et voilà. Et moi, j'étais très peu sur le plateau parce que, comme je vous disais, je fabriquais énormément. Et souvent, Florence Camon, qui était la chef costumière du projet, qui était toujours sur le plateau, me passait Alex qui disait, bon, faudra dire à Madame Fitoussi qu'elle arrête de boire, parce que là, franchement, c'est pas possible ce qu'elle me serve. Donc, on dit, mais elle ne boit pas. Bon, ben, si elle ne boit pas, c'est qu'elle est folle. Donc, il faut qu'elle arrête. Et il y a certains personnages, voilà, je peux juste dire, il y a un personnage qui est fait tout en plastique et qu'il a adoré et qui est aussi partout. Et j'ai aussi reçu un coup de fil du monteur qui me dit, non, mais là, faut arrêter de faire le personnage en plastique parce qu'il le met partout. Voilà, et on a des soucis de montage. Comme quoi, parfois, c'est le plus extravagant qui retient le lui ai plus. parlé de certains concepts. Je lui dis qu'est-ce qui ne se faisait absolument pas au Moyen-Âge en matière, en termes de tissu, de matière. Et il m'a regardé et me dit, bah, c'est ce qu'on aime. J'ai dit, bah, c'est ce qu'on va faire. Mais il me dit, allons-y. Donc voilà, ça c'est tout. Et il y a eu cette rencontre aussi avec Sting, parce que ça je peux en parler puisqu'on le voit dans son teaser, on voit Sting et il en parle. Et ça, voilà, ça c'était mon petit moment girly, parce que effectivement j'ai grandi avec le groupe Police et ma chef costumière de même. Et voilà, on a tous annonné Roxane quand on était jeunes, et moi j'étais folle amoureuse du batteur Stewart Copeland de Police. Et là, essayage prévu de Sting un samedi après-midi dans des studios cachés dans une région lyonnaise. Et on regarde la voiture arriver et on se regarde, on se dit, mais là quand même, on va habiller Sting, qui était quand même notre amour pour Florence. Elle préférait Sting et moi Stewart Copeland. Et on a quand même rigolé en se disant, le pauvre, quand il va voir ce qu'on va lui mettre sur le dos, ça va, il va pas être déçu. Il va pas être déçu du voyage. Elle a pris tout ça avec beaucoup de détachement, beaucoup d'humour.
s'est retrouvé lui sur ce projet parce que un de ses guitaristes habite en France et le fils du guitariste était fan de Kaamelott et a dit à son père de dire à Sting que franchement il devrait accepter ce projet alors qu'il ne le connaissait pas. Voilà, c'est drôle, oui, c'est ça, pour lui, ça ne devait pas lui parler. Mais c'est un projet qui était comme Valérian, pas le même budget évidemment, mais avec énormément de gens à la fabrication, énormément de choses qu'on a rêvé, innové. Moi, je me suis retrouvée plusieurs fois à dormir dans les ateliers de fabrication parce que voilà, j'avais envie le matin d'ouvrir les yeux en voyant le mannequin sur lequel le vêtement était en train de se faire et de pouvoir changer. Voilà, un dimanche soir, j'ai quand même changé le costume pour le lendemain parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, on a fait une équipe de filles et le lendemain, j'étais contente. Mais... Oui, c'est un grand investissement, mais pour une grande satisfaction aussi, j'ai l'impression. J'ai hâte de voir le résultat parce qu'effectivement, moi, je n'ai vu que des bribes de tournage, n'étant pas sur le plateau. Enfin, j'allais livrer de temps en temps des costumes et c'était tellement énorme ce qu'il y avait à faire. J'allais effectivement à tous les habillages figuration parce que ça, c'est quelque chose que j'aime énormément faire, toujours, encore et toujours. Aller habiller la figuration. C'est là où on peut aussi faire que tous les personnages existent et si la figuration est à niveau de ce qu'on fait pour les fabrications des comédiens, c'est réussi. Et Alexandre choisit aussi sa figuration comme les frères Cohen choisissent des figurants un à un et ça, je trouve que ça se voit vraiment à l'écran, d'avoir des gueules, de les habiller, de faire que tout ça soit un groupe homogène. Je trouve que c'est très important aussi pour un film. Et avant de vous poser quelques questions un peu plus générales sur le costume, je crois que vous aviez aussi envie de nous dire quelques mots sur Lou, un film sur lequel vous avez beaucoup aimé travailler. Journal infime, tiré donc des bandes dessinées qui portent son nom et qui sont dessinées par Julien Mille. Et là, Olivier était aussi créateur de costumes, mais il m'a complètement laissé la bride sur ses personnages. Et là, ça a été aussi une expérience magique parce que on était une petite équipe, on tournait au studio d'Épinay. Et Julien est quelqu'un il réalisait donc son premier film, c'est quelqu'un de visuel, la bande dessinée c'est son métier, donc il nous faisait de petits dessins et moi j'ai gardé sur des cahiers d'enfants, il nous faisait des petits dessins, il me dit tu vois là je voudrais un tablier et il me dessinait ou il s'approchait de ma main, il me faisait un petit dessin sur la main au stylo bille et me disant tu vois ou juste c'était sa tête avec un petit merci ou un cœur. Toute l'équipe était extrêmement soudée, c'était une famille et ça je dis pas ça souvent pour des équipes de cinéma qu'on est une famille soudée. Mais là, c'était vraiment le cas et j'ai pu faire des personnages. C'était en même temps, c'était déjà les prémices du style Emily in Paris où je mélangeais du Kenzo avec du vintage, avec des choses complètement improbables. Et c'était un très joli travail. J'ai trouvé que c'était un très joli film qui n'a pas trouvé le public malheureusement que j'aurais aimé qu'il trouve, mais c'était un très joli travail. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé l'atmosphère et le regard de Julien Mille et toutes ses demandes. Et on faisait des licornes, des broderies de licornes, enfin, c'est tous les détails, des sacs géants avec des multitudes de nounours. J'avais une fille fabuleuse à la fabrication et c'est un très joli film au final. Voilà. Et alors, quelques questions plus générales sur le costume. Je me demandais s'il y a des costumes de cinéma qui vous plaisent particulièrement et qui vous inspirent. Blade Runner. Blade Runner, c'est un film que j'aurais... Ouais. Oui. L'original, j'imagine. Oui. J'aime beaucoup... Alors, si j'avais des envies de travailler avec des metteurs en scène ou des films que j'aurais aimé faire, effectivement, j'aurais adoré faire Blade Runner. Et j'ai assisté pendant 2 jours à Paris Michael Kaplan, qui préparait The Alienist à Prague. Donc, j'ai
Là D'accord. aussi, par hasard, j'ai pris la place d'une stagiaire et j'ai dit je veux travailler avec cet homme 2 jours à faire son chauffeur dans Paris et à lui montrer les loueurs français parce qu'il n'était jamais venu en France et à Paris jouer des costumes. Donc j'ai passé 2 jours avec lui tellement D'accord. j'avais envie d'approcher de près l'homme qui avait fait les costumes pour Blade Runner. Voilà, c'est mon côté extrêmement timide et pudique qui a fait que je n'ai pas pu me jeter à ses pieds sur lui pour lui dire toute mon admiration. Donc j'ai eu après une période où j'aurais adoré faire tous les films de Bob Wilson, tous les films d'Almodovar, Paolo Sorrentino, les Wes Anderson. Là, j'aurais adoré faire une série qui s'appelle The Handmaid's Tale, que je trouve formidable, mais sublissime. Oui. J'aurais adoré faire The Alienist, j'aurais adoré faire Dynasty, la série Dynasty, voilà. Le remake, j'aurais adoré. Vraiment, j'aime beaucoup ça, les je costumes. regrette. J'adorerais là, faire un film années 80. Vraiment, voilà, sortir les robes en taffetas, retrouver ces proportions, retrouver mes jeans teints en couleur moutarde ou en violet, les guêtres, les bottes blanches à franges. Enfin, j'aimerais beaucoup faire un film, un film années 80. Voilà. Je ne sais pas si ça se fera, mais voilà, un film années 80 et travailler j'espère que avec ça se Tilda présentera. Swinton, ça serait voilà, une fin de carrière heureuse. Est-ce qu'il y a un costume que vous avez créé, une silhouette que vous avez pensée et dont vous êtes particulièrement fière? Particulièrement fière, que j'aime beaucoup, c'est Kaamelott. Voilà, c'est Kaamelott parce que je fabrique assez rarement, comme je vous ai dit, parce que je préfère évidemment les vêtements authentiques et en général, je fais assez peu, voire même pas de films d'époque. Enfin, j'en fais assez peu. Donc, mon créneau, ce sont plus les films contemporains où je fabrique, mais voilà, c'est moins spectaculaire que le travail que j'ai pu faire sur Kaamelott avec des silhouettes. Et il y a un costume en particulier qui est porté par Lancelot. Je n'arrive toujours pas à savoir si je l'aime ou si je le déteste. C'est un costume extrêmement dérangeant puisque l'idée d'Astier qui était inspiré d'une araignée qui s'appelle la Spider, qui venait. Alexandre Astier a plusieurs cordes à son arc, a plusieurs passions, dont la passion des araignées. Et donc, à un moment, moi aussi, et D'accord, j'ignorais. Il venait de découvrir une araignée albinos, quelque chose de très étrange et assez dérangeant. Et ce qui fait que l'araignée est dérangeante et fait peur, c'est que la tête est très engoncée et très petite en proportion aux pattes qui sont très hautes et la tête a l'air engoncée à l'intérieur de ça. Et donc c'est ce côté-là. Il me dit je veux cette sensation à l'arrivée pour le personnage de Lancelot. Donc j'ai travaillé. Voilà, c'est clair. Ah oui, c'est un brief. Et c'est le dernier costume que j'ai fait. Je n'y arrivais pas. J'ai énormément fait de croquis, de croquis, de croquis. Le temps passait. J'arrivais pas à trouver cette sensation de malaise. C'était pas suffisant. J'ai finalement réussi à faire ce costume, à en lancer la fabrication. Ça m'a quand même tenu éveillée certaines nuits. Et au final, je l'ai amené chez cette designer textile hollandaise qui était enceinte à ce moment-là, qui devait faire une sérigraphie dessus. Elle me dit je n'aime pas ce costume, il va me faire accoucher, il me dérange, et c'est atroce, je n'aime pas la sensation qu'il me procure. Donc là, je me suis dit, donc c'est très, ça doit être réussi, donc. Mais je n'arrive pas moi-même. Ce costume me fascine, entre guillemets, parce que je n'arrive pas à me dire si je l'aime ou si je le déteste. Je ne sais pas. Donc j'attends effectivement que le film sorte pour pouvoir lire tous les blogs et toutes les vidéos YouTube. Et voilà, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir l'avis d'autres créateurs de costumes, voir si ça leur est arrivé de reconnaître la paternité d'un costume et
voilà, de ne pas savoir si on l'aime ou si on le déteste. Il me provoque quelque chose, ça c'est évident, mais je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus Toute dans la votre métier? créativité. Je pense que c'est d'arriver à trouver des projets qui me correspondent. C'est-à-dire que c'est maintenant, voilà, j'ai quand même 25 ans d'expérience, donc j'ai un peu le luxe d'avoir des projets qui me correspondent. J'ai dû faire des projets, parce que, voilà, on a tous des vies et il faut aussi apprendre et faire des projets qu'on aime plus ou moins faire. Là, j'ai un peu, avec mon grand âge, le luxe de pouvoir, choisir des projets. Donc ça, c'est vraiment, parce Oui. que j'aime l'univers du réalisateur ou parce que je sais que je peux avoir carte blanche ou je sais que je vais pouvoir être créative sans limitation. Que ce soit dans du contemporain, du film d'époque, que ce soit avec un réalisateur connu ou pas reconnu, ça n'importe peu. C'est juste, cette connivence où on arrive à mettre en 3D, en vêtements, ce que quelqu'un a dans la tête, ce que quelqu'un a imaginé. Et ça, c'est toujours des moments d'émotion intense. J'avais eu une très jolie expérience à Mexico avec une actrice qui s'appelle Monica Huarte et qui a toujours fait des rôles où c'est toujours Ugly Betty. C'est toujours la fille d'à côté, elle est toujours un peu moche, c'est la copine moche mais rigolote, toujours un peu mal habillée. Et j'avais fait beaucoup de pubs avec elle dont je la connaissais, et j'ai fait un film où elle était le rôle principal pour la première fois de sa vie et où elle devait être belle. Et son premier essayage, je lui passe la première robe et j'avais enlevé le miroir. Je lui ai laissé des robes et quand je trouve que la silhouette est là, qu'elle est magnifique dans une robe, je sors le miroir et je lui montre son reflet et elle s'écroule en larmes. Et c'était un moment, elle me dit, mais je savais pas que j'étais belle. Et j'en ai encore la chair de poule parce que c'était un moment, c'est toujours très difficile, les essayages costumes avec des comédiens, c'est vraiment une mise à nu. Au propre et au figuré, c'est un moment qui est très intime. Oui. Donc les réactions peuvent être, il y a des comédiens qui sont très détachés de leur personnage, qui arrivent à s'y glisser 5 minutes avant, qui peuvent continuer à téléphoner, à envoyer des textos, à se dire oui, c'est parfait pour mon personnage. Il y a d'autres comédiens où c'est plus religieux, on est en silence, on n'est que tous les deux, on se rencontre avant, on discute du personnage. On arrive petit à petit à trouver de l'évidence de la silhouette, on apprend leurs petits secrets, à cacher ce qui doit être, ce qui leur pose problème, à accentuer ce dont ils sont fiers. Ça peut très bien se passer. Il y en a qui rient, il y en a qui ils n'aiment pas ce moment où ils se dénudent pour rentrer dans le personnage, parce que il faut trouver aussi pour eux, il faut qu'ils trouvent l'évidence dans la façon de s'exprimer, de bouger dans le vêtement. Ça, je trouve, tirer parti du défaut et donner à quelqu'un confiance en soi, parce que la plus grande des beautés, voilà, c'est la confiance en soi. L'élégance, c'est aussi la simplicité. Donc ces moments-là, ce sont des moments privilégiés et que, voilà, qui fait que c'est les deux phases que je préfère. Ce sont les essayages et toute la préparation et la documentation. Le plateau, après, ça ne m'appartient plus. Je veux dire, après, ça appartient à un metteur en scène. Après, il joue avec ses comédiens. C'est leur moment intime à eux. Moi, c'est que le travail a été fait en amont. Donc, après, je laisse vivre. J'amène, j'accompagne. Mais je suis là pour rectifier avec un décor, avec une lumière jusqu'au dernier moment. Mais après, ça ne m'appartient plus. Il faut laisser le bébé. Et ma dernière question, mais vous y avez déjà répondu en partie, c'est est-ce qu'il y a un type de projet sur lequel vous aimeriez particulièrement travailler? Oui, Donc, je crois que vous avez une grande envie d'années 80. Que le costume contemporain soit beaucoup plus reconnu. J'ai été très agréablement surpris quand une très bonne copine à moi, Isabelle Panetier, a été nominée au César pour 120 battements par minute. On en a beaucoup discuté. Il y a une non-reconnaissance du costume contemporain.
tout le monde va s'habiller. L'acte de s'habiller, d'aller acheter des vêtements, c'est quelque chose d'anodin. Tout le monde fait ça. Donc sur un film contemporain, tout le monde opine. Tout le monde te dit « Mais pourquoi t'as pas mis ça? Mais tu connais cette marque? J'adore. Pourquoi tu... » Sur un film d'époque, ce discours-là n'existe pas parce qu'il y a des livres avec l'époque années 60, c'est comme ça, les codes sont comme ça, la coupe est comme ça, les proportions sont comme ça. Sur un film contemporain, tout le monde a des conseils à vous donner, tout le monde sait mieux que vous. Donc, c'est considéré un petit peu comme un art mineur, faire du costume contemporain. Alors que le travail qui avait été effectué par Isabelle Panettiere sur 120 battements par minute, pardon, ce n'est pas n'importe quel t-shirt, ce n'est pas n'importe quel jean. On ne va pas dans un magasin, on n'achète pas 36 t-shirts chez H&M blanc. Non, on choisit le t-shirt blanc parce que la démarche est la même dans du contemporain. On construit un personnage, on construit une identité, il y a une psychologie derrière le moindre t-shirt blanc. Donc que tout ce travail-là ne soit pas reconnu, en 2020, ça me désole encore. Et que les Césars soient automatiquement octroyés à du costume d'époque, je trouve ça déplorable. Voilà, je pense que les mentalités doivent changer. Il y a des choses très belles faites en contemporain. C'est un exercice de style qui est assez périlleux, pour ne pas dire casse-gueule. Tout le monde opine, tout le monde a une opinion, alors qu'il y a aussi la même discussion avec un comédien et la même profondeur au niveau de la psychologie d'un personnage qu'on essaie de donner, voilà, mais qui n'est pas considéré. Et je le déplore. Je vous rejoins complètement. Moi, c'était vraiment l'ambition du podcast, justement, de mettre en travail, même si beaucoup des personnes que j'interviewe, et vous la première, dans une carrière, en général, on navigue entre des projets contemporains et d'époque, mais je trouve ça passionnant, le travail sur le costume contemporain. Et en effet, je trouve que les Césars, c'est une belle illustration de à quel point, en fait, ne serait-ce qu'au niveau des nominations, avant même la remise du prix, on ne voit que le costume d'époque. Faire du costume contemporain, alors un t-shirt avec un jean. Effectivement, ça a l'air d'aller de soi. L'autre, on se dit, il y a de la recherche, ils ont fait des recherches en bibliothèque, ils ont été chez des loueurs, elle a appris l'époque, elle connaît l'époque, donc elle a un métier, elle connaît son métier. Avoir des bonnes adresses à Paris, et je peux vous en parler, avoir les bonnes adresses à Paris de qui va pouvoir réparer le sac à main Hermès, du bon artisan, c'est du créateur qui va juste avoir la veste parfaite pour le personnage d'Émilie quand elle sort en boîte de nuit, c'est aussi extrêmement important. Merci à Mariline Fitoussi d'avoir raconté au micro de Profession costumière sa carrière singulière, les rencontres qui ont fait basculer sa vie professionnelle et ses convictions. Si vous aimez Profession costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à suivre l'émission sur Instagram, @Profession costumière, pour y retrouver notamment des images des costumes évoqués dans cet épisode et dans les précédents. À bientôt pour un prochain épisode.